tous, enfin bonsoir. Donc je suis Louise Assouar, je suis responsable commerciale épargne collective au sein du groupe Malakoff Humanis et plus précisément dans la structure dédiée à l'épargne qui s'appelle Epsens. Donc moi j'interviendrai sur la présentation en seconde partie. J'ai le plaisir de me présenter. Je m'appelle Sébastien Treps, je suis expert comptable commissaire aux comptes au sein d'un groupe qui s'appelle Hendrix, qui fait en gros Paris-Lyon-Marseille, qui représente 35 associés, dont un que vous avez devant vous, et 450 collaborateurs. Je suis aussi au sein du MEDEF, un des élus du MEDEF, 93-94, un des administrateurs, et accessoirement le trésorier. Et donc j'ai la joie de vous accueillir chez Métaphore, parce que vous êtes dans les locaux de Métaphore, tu as vu, hein, Sébastien, je fais la pub, qui est le nouvel occupant de nos locaux, même si nous on est caché un petit peu en haut et on apparaît quand même un petit peu en bas. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un peu particulier qu'on avait prévu plus large initialement, parce qu'on voulait faire à la fois les optimisations de la rémunération et la retraite. Bon. Et en fait tout ça a un lien, mais en même temps on essaie de faire des conférences qui ne dépassent pas 58 en co-animation. Je fais le début, mais dans 20 minutes je m'arrête, sinon tu m'arrêtes. Et pour que ce soit facile à entendre. Et donc en fait ce sujet entre l'intéressement et la retraite, ça paraît très lointain, mais ça a un lien parce que c'est le rapport entre le salaire actuel et le salaire différé. Alors souvent quand on parle avec des collaborateurs, on parle de leur salaire actuel, mais il y a aussi un salaire différé. La retraite, c'est bien un salaire différé qu'on perçoit après l'activité. Il y en a un certain nombre de salaires différés, il y a la participation, il y a l'intéressement, il y a des tas de choses. Et donc aujourd'hui, on va vous parler à la fois de l'intéressement, et là je vais faire un aspect purement technique de à quoi ça sert, comment ça marche. Et après, on va voir que l'intéressement, une fois que vous arrivez à en avoir un, à le générer, ben vous allez le verser. Et là, il y a des tas de modalités, soit de versement, soit de déblocage. Et là, je laisserai la parole à Louisa. Les origines de l'intéressement. Alors, c'est un texte qui est passé relativement inaperçu et qui date un peu. Parce que je vous parle d'intéressement, c'est un texte qui date de 2001. Donc ça fait 21 ans que ça existe, qui a été pondu par un garçon qui s'appelle Laurent Fabius, et qui était, alors mes propos quand je suis expert comptable ne sont jamais politiques, hein, évidemment, et qui était fondé sur l'inégalité entre les entreprises. Alors, en ce moment c'est plutôt l'égalité entre les humains, ben là il y avait l'inégalité entre les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans les grands groupes, eh ben, ils avaient accès à des choses, à des CE, à des Noël, à des tas de trucs qu'il n'y a pas dans les PME. Et donc l'idée, c'était de dire, entre autres, il y a la participation dans les grands groupes, entre guillemets, parce que la participation, c'est au-delà de 50, donc c'est très vite atteint. Et donc l'idée, c'était de dire, bah, dans les PME, vous n'avez rien, ou pas grand-chose. Vous pourriez anticiper, parce que vous avez toujours le droit de monter un CE si vous êtes 10. Hein. La loi ne vous interdit pas, en fait. Vous avez une obligation à partir de 50. Et donc là, l'idée, c'était de dire que vous pouvez faire un truc qu'on appelle intéressement, qui rebondissait sur la participation, sauf que je vous rappelle que la participation, 1, c'est au-delà de 50, et 2, la formule est obligatoire. Alors dans l'intéressement, pour le coup, le législateur a été extrêmement aimable. Il a dit, bah, on vous oblige à rien. C'est pas beaucoup, hein. Ça fait un peu penser au début de la société, la SAS. On vous oblige à rien. Donc, vous n'avez pas d'obligation. Il y a une toute petite obligation, c'est que, donc c'est la liberté, c'est que vous ne pouvez pas remplacer les salaires. Donc, schématiquement, dans une formule d'intéressement, on va dire si on suit tel agrégat, je ne sais pas ce que c'est tel agrégat, et qu'on atteint un bout de cet agrégat ou 1,2 fois cet agrégat, la formule c'est celle que vous voulez. À ce moment-là, je délivre un intéressement. Et cet intéressement, il a une limite qui est basée sur 20% de la rémunération. Donc je dis, sur le coup, bah, si je veux verser une sorte de 13e mois, un 12e, ça fait moins que 20%. Donc, moi, la première fois que j'ai monté un contrat d'intéressement, c'était pour mes troupes. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un mois. Si ça marche bien, ils toucheront un mois. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez simple, d'assez facile. Et je trouve que peu de gens essaient d'en bénéficier. Alors, il n'y a pas de charge sociale. Et d'ailleurs, Louisa m'a dit que j'avais mis une coquille dans mon support, elle a bien raison. Il n'y a pas de charge sociale, mais il y a de la CSG. Alors, la CSG, c'est une charge, mais qui est à la charge du collaborateur. Donc,
vous versez l'intéressement net, le CSG, mais vous la retenez pour le compte du collaborateur. Et après, il y a éventuellement une taxe, un forfait social. J'ai marqué 8, c'est faux, il est de 0, de 16 ou 20, mais Louisa vous éclairera ça bien mieux que moi. Alors, ça, c'est les principes de l'intéressement. Maintenant, on va se demander à quoi ça sert. Et là, j'aimerais bien que vous me disiez à quoi ça sert l'intéressement, parce que c'est vous qui êtes venu à la conférence. Moi, j'ai vu de la lumière en passant. Sébastien m'a dit rentre, je suis rentré. Mais j'imagine que vous avez une idée à quoi ça sert l'intéressement. Que quand on regarde l'importance de la rémunération pour un collaborateur, c'est quoi le niveau? Si vous regardez les 4 premiers agrégats qui font qu'un collaborateur reste avec vous ou s'en va, la rémunération c'est en 1, en 2, en 3 ou en 4. On avait la réponse, c'est en 4. Les 3 premiers, c'est pas ça, hein. C'est les conditions de travail, c'est l'environnement. Voilà. Bon, donc la rémunération, c'est en 4. Donc moi, je pense que l'intéressement, c'est certes un outil fiscal, un outil social, que je vous le récite, mais c'est d'abord un outil de management et de motivation. Vous avez la chance, à travers le contrat d'intéressement, de choisir un agrégat, donc un objectif, et de faire concourir tout le monde sur le même. C'est vraiment l'occasion de fédérer les gens. Alors cet agrégat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il doit avoir un caractère aléatoire. Pas l'agrégat en lui-même, mais le taux de réussite sur l'agrégat. Donc si par exemple, vous dites, l'année prochaine, si on fait un chiffre d'affaires d'au moins 10 millions, je prends 10 millions comme exemple, il y aura un intéressement égal à un mois de salaire, ce serait une formule tout à fait acceptable. Par contre, si vous faites déjà 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et que tout est en chiffre d'affaires fixe, qu'il n'y a pas d'aléatoire, on se fera retoquer. Et quand je dis retoquer, autant on est libre sur la rédaction et le choix, mais on va quand même passer par une instance qui va valider ou invalider notre contrat d'intéressement. Et accessoirement, on nous a donné des règles, donc on va les répliquer. Une fois que vous avez, admettons, pris l'exemple du chiffre d'affaires comme agrégat que vous visez, vous aurez un intéressement qui sera global. C'est l'intéressement de l'entreprise, ou du service, ou du département que vous obtiendrez. Mais il n'est pas encore individualisé. Donc après, vous pouvez le répartir schématiquement. On voit 2 types de répartition. Soit vous faites une répartition au prorata de la présence. Les chefs d'entreprise aiment bien ça, comme ça, quand il y a des gens qui ne sont pas là, ils ont moins, ce qui n'est pas forcément incohérent. Il y en a d'autres qui font la répartition au prorata du salaire. Alors, au prorata de la présence, on voit bien qu'un cadre sup vaut un ouvrier. C'est une question de choix. Pour le prorata du salaire, vous recopierez la grille de vos salaires dans votre intéressement. Bon. J'aime à dire, c'est pareil pour les rémunérations variables des gens qui ont des rémunérations variables, il faut qu'elles soient intelligentes. Et pour qu'elles soient intelligentes, il faut un truc très simple, il faut que le mec puisse la calculer de tête. Alors pour le coup, j'ai vu des contrats d'intéressement où la répartition se fait entre les services de l'entreprise de façon différente. Il y a une clé différente, qui est sûrement intelligente, hein, je n'en doute pas, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et après, à l'intérieur, dans chaque service, ça ne se répartit pas de la même façon. Alors, je vous prie de croire que le type qui signe, parce qu'à un moment, il faut qu'il signe son contrat d'intéressement, ou qu'il y ait un délégué qui le signe pour lui, et il n'y comprend rien. Or, l'intéressement, il se verse qu'une fois par an, puisque l'objectif est annuel. Alors, sur le coup, si vous avez un truc annuel, avec plein de conditions compliquées, à mon avis, il ne faut pas le mettre en œuvre. Par contre, il y a une condition auquel il faut penser, c'est les conditions de sauvegarde. C'est-à-dire que quand vous faites votre contrat d'intéressement, alors initialement les premiers contrats d'intéressement se faisaient sur 3 ans. Maintenant, il n'y a plus de durée, donc on n'est pas tenu. Je vous conseille quand même de limiter dans le temps, parce que la vision qu'on a de nos entreprises, à 3 ans, c'est très, très optimiste de penser qu'on a une vision. 2 ans, déjà, c'est pas mal, mais 3. Donc je vous conseille de penser à mettre ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Donc imaginons que vous fassiez un objectif un peu simple, le chiffre d'affaires. Dites si on atteint au moins 12 millions de chiffre d'affaires, il y a un intéressement égal à 1 mois. Je serais tenté de mettre quand même une clause de sauvegarde, parce qu'on a tous compris que le chiffre d'affaires n'est pas un agrégat qui veut dire qu'on a de la marge ou du résultat en bas. On peut avoir un chiffre d'affaires et puis avoir fait de mauvaises affaires. Et le collaborateur n'est pas forcément responsable de tout ça. C'est nous qui sommes responsables de tout ça. Donc, moi, j'aime bien mettre des clauses de sauvegarde, mais qui ne soient pas trop compréhensibles. Alors, c'est mon avis personnel, j'ai le droit de faire radicalement l'opposé. Moi, je mets des clauses de sauvegarde sur la CAF. Alors, la CAF, c'est cool, la CAF, parce qu'elle n'est pas dans le bilan, mais elle y est quand même si on sait chercher.
c'est un agrégat qui est très bien défini, ça s'appelle la capacité d'autofinancement. Je vois qu'il y a des dames qui font des sourcils comme ça. Alors, il paraît que c'est très mauvais pour les rides. Moi, je l'ai trop fait, donc ne le faites pas, hein, c'est comme ça. Et donc, mettez une clause de sauvegarde sur votre CAF qui soit un pourcentage du chiffre d'affaires ou un truc. Si vous faites sur un pourcentage du résultat, ça veut dire qu'au moment où il y aura les résultats, vous allez publier le résultat. Ça, c'est un vrai sujet super intéressant. Quand vous choisissez vos objectifs, il y a des chefs d'entreprise qui vous disent « Bon, alors moi, je veux faire un truc très précis. On va faire 10% du résultat. » Ah bon? Tu discutes souvent de ton résultat avec tes collaborateurs? Jamais, ça ne la garde pas. Ah bon, alors là, on va parler d'un truc, ça va être un peu embêtant. Restez dans votre culture. Donc si vous avez une culture du résultat, je prends. Si vous n'avez pas de culture du résultat, de même quand vous choisissez les agrégats, le but, c'est quand même de faire de la cohésion. On ne fait pas un contrat d'intéressement volontairement pour ennuyer les gens. Je vois de temps en temps des choix d'agrégats. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas judicieux, mais il faut qu'ils soient prouvables. Il faut que ça soit prouvable, parce qu'à la fin, il n'y a rien de pire que soit un intéressement qui ne se réalise pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint les objectifs, et les gens se demandent est-ce que le comptable n'a pas tripoté les chiffres? J'ai déjà entendu celle-là. Le comptable, il fait des tas de trucs. Nous-mêmes, on ne sait pas qu'on en fait autant, mais. Et donc, moi, j'aime bien des agrégats qui soient issus de la liasse fiscale. Donc je donne la colonne de l'alias fiscale, dedans, il y a des colonnes, elles sont toutes normées, elles ont des numéros qui sont des lettres. Quand vous donnez un agrégat qui est chiffre d'affaires, il y a un agrégat chiffre d'affaires. Si vous voulez partir sur le REC, sur le résultat d'exploitation, partez sur le REC. Vous voulez partir sur la RCI, alors les limites sur la CAF, elles ne sont pas dans l'alias fiscale, mais c'est calculable à partir de l'alias fiscale. En gros, vous prenez votre résultat, vous minorez des reprises sur amortissement et vous majorez des dotations. Même un expert qui arrivera en loose day, à partir d'une liasse fiscale, il vous refait ça. Donc, prenez quand même des agrégats qui soient le plus simples possible. Essayez de viser auprès des gens l'idée. Moi, j'avais défendu, allez-y, rentrez, soyez les bienvenus. J'avais défendu un mois de salaire parce que c'était facile. Et en plus, c'était un mois de salaire en net. Ben oui, puisqu'il n'y a plus de notion de brut ou de net, puisqu'il n'y a plus de charge sociale à part le forfait social. Donc, faites une répartition intelligente et faites un système, dans la mesure du possible, qui se calcule de tête. Alors, j'ai dit à quoi ça sert l'intéressement. J'aurais peut-être dû vous dire en premier à quoi ça sert pas. À quoi ça sert pas l'intéressement? Je vois qu'il y a des comptables en plus dans la salle, donc ils devraient être capables de me répondre. À quoi ça sert pas l'intéressement? Parce que là, aujourd'hui, on a fait une conférence sur les rémunérations, sur le salaire différé, sur le salaire actuel. Alors, l'intéressement, ça ne sert pas à remplacer le salaire. À remplacer le salaire. Je le redis, l'intéressement, ça ne sert pas à remplacer le salaire. Donc, si vous aviez dans votre boîte des REM variables, et que vous dites, oh, on va enlever les REM variables, c'est chiant, et on va mettre un intéressement qui serait peut-être super bien défini sur les résultats, sur ce que vous voulez, comme ce n'est pas du salaire, ce n'est pas la même nature juridique. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il ne faut pas faire ça. Bon. Donc, voilà, ça ne sert pas à ça. Et ça ne sert pas non plus à remplacer des primes. Je dis ça puisqu'on m'a déjà posé la question. Alors, il me reste 5 ou 10 minutes maxi. Oui. Je suis un grand bavard, donc il faut que je m'arrête. Alors, comment le mettre en place? Bon, rédiger l'accord. Je n'ose vous dire qu'un bon expert comptable est capable normalement de rédiger un accord. C'est quand même pas compliqué. Vous devez faire le choix de la difficulté, il ne faut pas se gourer, c'est pas l'accord. La rédaction de l'accord, c'est de la blague. C'est de réfléchir sur le choix de l'agrégat. Quand vous aurez choisi votre agrégat, donc j'ai déjà dit la définition de ce que je souhaitais dans l'agrégat, soyez assez aimable si votre boîte a déjà quelques années d'ancienneté pour faire le calcul de ce qu'aurait donné l'intéressement en reculant dans le temps. J'aime bien aussi des intéressements à cliquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif. On peut dire 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 millions, 16, enfin, on peut faire des cliquets. On peut aussi faire des formules qui partent d'un montant X pour que le truc soit évolutif dans le temps. Limitez votre intéressement à 3 ans. Alors ensuite, vous avez une notion de population choisie parce qu'on peut exclure des gens qui n'ont pas assez d'ancienneté. Bon, c'est très limité en action. Moi, je ne trouve pas choquant que celui qui vient d'arriver à fin novembre n'ait pas le droit à l'intéressement à fin décembre. Encore une fois, on est en train de défendre une équipe. L'équipe, c'est plus ceux qui sont là depuis longtemps que ceux qui viennent d'arriver, même si ceux qui viennent d'arriver, c'est ceux qui seront là depuis longtemps dans quelques années. Alors là où les répartitions choisies, puisqu'encore une fois, je rappelle qu'il y a une formule générale et qu'après, on fait une répartition suivant une clé que vous choisissez,
la plus simple possible, la plus démontrable en cas de discussion. Et alors après, vous pourrez abonder votre intéressement. C'est-à-dire, vous pouvez dire, s'il y a un intéressement, en plus, l'entreprise va verser un abondement complémentaire. Alors, je pense que tu en parleras, Louisa. Ça peut être un outil, parce que c'est quand même maximum 16% du plafond de la Sécu, donc ça fait un peu moins de 7 000 €. Moi, personnellement, je suis contre. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, le fait que l'entreprise verse un complément par rapport à l'intéressement, ça place l'entreprise dans une situation banquier, qui rémunérerait un placement. Je ne vois pas en quoi vous êtes cela. Donc moi, l'abondement, ça me paraît une bêtise. Alors on voit des cas d'abondement énormes quand vous faites un contrat d'intéressement. Alors c'est des contrats hyper chiadés. Alors vous montez un holding. Dans le holding, vous mettez la rémunération du président-directeur général. Comme il faut au moins 2 salariés pour monter le contrat d'intéressement, vous rajoutez sa femme de ménage qui vient 1 heure par mois. Vous avez donc 2 salariés. Et là, vous faites un truc avec un abondement, le maximum du truc. Faut pas faire ça. Évidemment, dans les cas de redressement des contrats d'intéressement, c'est quand vous êtes en train de sortir de l'argent net de charges sociales en respectant pas les règles. Donc soit vous faites un intéressement et il est valable pour tous les collaborateurs d'une branche, d'une société, de ce que vous voulez. Faites pas ça pour vous avec votre sœur, votre frère. Enfin, je l'ai vu. Donc j'imagine qu'ici ça n'existe pas. Les gens du MEDEF, quand même. Mais ça existe. Ensuite, il faut le faire signer par vos salariés. Donc il faut l'expliquer, parce que c'est une politique qui a pour but d'intégrer les gens, donc il faut l'expliquer. Soit c'est les salariés qui signent, soit c'est les représentants qui signent. Et puis ensuite, il faut le déposer à un truc qui s'appelle la directe. Et la directe peut vous retoquer. Qui s'appelle plus la directe. Qui s'appelle plus la directe. On sent le poids des années. Mais enfin, en tous les cas, c'est des fonctionnaires qui peuvent dire non. Voilà. Donc non seulement il faut le rédiger pour qu'il soit aléatoire. Ce qu'ils vont vérifier, c'est le caractère aléatoire. Voilà. Si ça c'est pas aléatoire, et j'ai un confrère qui l'a mis en place et qui s'est fait retoquer, en plus s'est fait retoquer par l'URSSAF a posteriori, alors qu'il a vu l'accord de feu la directe, et donc la sécurité sociale, enfin c'était un contrôle de la sécu, lui a retoqué en salaire. Bon. Donc il a fallu... Et l'accord de la directe ne valait pas accord selon l'URSSAF. C'est un peu fort, mais enfin ça c'est le principe des administrations françaises. Bon, enfin il a porté l'affaire où il fallait. En fait, ils ont dit que c'était pas aléatoire. Ils ont dit que la directe avait dit que c'était aléatoire et que l'URSSAF considérait que c'était pas aléatoire parce qu'il l'avait eu à chaque fois. Alors il avait fait un agrégat sur le chiffre d'affaires qu'il avait eu sur les 3 ans, mais c'était un vrai chiffre d'affaires en croissance et c'est un mec qui croit. On va pas... Enfin voilà, il est bon. Et c'est un confrère qui est bon, et ça arrive aussi. Voilà. Donc il faut le déposer. Si vous voulez qu'il s'applique sur l'exercice 2022 et que vous êtes un exercice civil, c'est déjà mort parce qu'il faut le déposer dans les 6 mois du début de l'exercice. Donc là, si vous faites un acte maintenant que vous avez un exercice civil, ça s'appliquera à 2023. Ça, c'est ce qu'il faut faire d'un point de vue purement légal. Mais après, une fois que vous avez fait cet exercice, que vous avez passé le barrage de la directe et que c'est en application, alors je vois que madame en a un, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait tout ça? Ça y est. On vient de dire que l'intéressement, vous l'avez monté sur un agrégat. Il faut communiquer sur cet agrégat. On ne va pas attendre la fin de l'année, en mai, pour dire « Ah, on a notre bilan, alors au fait, ouais, vous avez la participation. » Bon, c'est bon. Non, c'est pas bon ce truc-là. Il faut faire vivre l'accord. Donc faites-le vivre, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi les agrégats, c'est vous qui avez tout fait. Et enfin, quand on a fait tout ça, quand on arrive en fin d'année avec un intéressement positif, puisque comme c'est aléatoire, ça peut être 0 ou ça peut être quelque chose, on va pouvoir faire plusieurs choses. Soit on va pouvoir sortir en cash, c'est-à-dire que le mec, on lui dit l'intéressement, et il sort en cash tout de suite, il se barre avec son chécos. Alors j'ai été impressionné parce que j'ai mis en place l'intéressement aux gens dans une boîte, c'était une cinquantaine de personnes, et il n'y avait que des ouvriers, c'est une fonderie, il n'y avait que des ouvriers. Et le patron m'a dit, je veux que vous veniez présenter les résultats, parce que ça aura plus de gueule si c'est vous, et puis voilà, bon, je dis ok. Et il m'a dit, par contre, vous allez voir, ils vont tous prendre le chèque, il ne faut pas vous gourer. Parce que donc, on peut soit prendre le chèque en cash, et en échange, il est imposable à l'impôt sur le revenu. Bon. Soit on peut ne pas le prendre en cash et on le met sur un plan, et il y aura plein de plans, moi j'ai cité le PEE, mais plan d'épargne d'entreprise, qui est un produit financier que vous devez acheter chez Louisa, obligatoirement. Et à ce moment-là, il est exonéré
d'impôt sur le revenu, mais vous avez un délai de 5 ans. Mais c'est là où on voit que la loi est hyper bien foutue. Pour une fois, le texte est bien foutu parce que, une fois que vous êtes bloqué dans le cadre d'un PE, je n'ai pas cité le cas du PERCO, il y a encore d'autres sorties différentes, mais Louisa elle sera bien meilleure que moi là-dessus, vous pouvez avoir des cas de sortie anticipée. Et c'est presque ce qui vous arrive tous les jours, qui sont les cas de sortie anticipée, puisque l'acquisition de la résidence principale, sortie anticipée, 3 ans après, vous vous mariez, ou vous faites un pacte, sortie anticipée, naissance du 3e enfant, donc là, il faut avoir fait les 2 premiers, hein, je préviens pour le sortie anticipée, divorce, c'est dans la suite logique du truc, sortie anticipée. C'est hyper bien foutu pour la gestion de votre vie. Non, mais c'est qu'il fallait quand même y penser. Cessation du contrat de travail, bon, ça, on ne sait pas où on le met dans l'ordre. Création, reprise d'entreprise, ça, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, vous pouvez sortir. Départ à la retraite, bon, bah là, vous sortez, puisque ça s'implique dedans. Décès, bon, là, pour cause de décès, personne ne discute. Invalidité, on passe. Surendettement et violence conjugale, qui s'est ajoutée il n'y a pas longtemps. C'est forcément très bien d'avoir ça. Donc, c'est vraiment un outil, donc la sortie, c'est le collaborateur qui choisit. Et donc moi, dans ma boîte où ils étaient 50, le patron m'avait dit, tout le monde va prendre un chèque. Ils étaient 50, il y en a 49 qui m'a dit, je fais un placement. Il y avait une notion d'épargne. Ça veut dire que ce placement, c'est des salaires, quelque part dans leur esprit, c'est pas des salaires juridiquement, mais c'est des salaires qu'ils acceptent de placer dans un truc, pour eux c'est un truc, que l'entreprise va ouvrir via Louisa. Le réceptacle, justement, qui sont proposés dans le cadre de l'intéressement, c'est vraiment le voir un peu dans sa globalité, c'est de vous faire un petit partage d'expérience. L'intéressement, il y a de nombreuses années, en tant que dirigeant d'entreprise, il le voyait comme étant un outil d'optimisation fiscale et sociale, payer moins de charges possible. Ensuite, il y a eu le forfait social qui est arrivé, ça a un peu réduit, si vous voulez, l'économie de charge. Il y a aussi, en fait, et aujourd'hui, on se rend compte, déjà avec les problèmes de recrutement, que ça devient en fait un outil pour pouvoir en fait fidéliser, mais aussi pouvoir recruter des salariés quand on est dans un secteur un peu difficile. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment l'intéressement, on le voit par ce biais-là, et non plus comme étant un outil de défiscalisation ou d'optimisation fiscale et sociale. Dans le même cas, ce qu'il faut savoir aussi, vous allez aussi avoir des sociétés qui vont dire voilà, j'ai une problématique, par exemple, quand on parlait tout à l'heure d'agrégats, ça peut être effectivement des agrégats liés au chiffre d'affaires, liés à du quantitatif, mais ça peut aussi être du qualitatif. On se rend compte aussi qu'il y a des entreprises, par exemple, il y a beaucoup d'accidents de travail, parce qu'on est dans un secteur d'activité, par exemple, c'était le ramassage des déchets, il y avait plein d'accidents de travail par rapport aux personnes, mais aussi, par exemple, des accidents liés aux véhicules. Et donc, ça avait un impact, en fait, sur le coût des assurances. Donc, en fait, ils ont créé, au-delà des critères, en fait, quantitatifs, des critères qualitatifs. Et à l'intérieur de ces critères, on s'est rendu compte de quoi ? Enfin, on a joué là-dessus, sur cet accord d'intéressement, pour mettre en place, en tout cas, définir une baisse, par exemple, des accidents. Une baisse des accidents de travail, une baisse des accidents liés aux accidents de la circulation. Mais voilà, c'est vraiment, en fait, l'intéressement est vraiment un outil. Contrairement à la participation où vous rentrez dans un cadre légal, c'est une formule de calcul qui s'applique. Là, l'intéressement, c'est vraiment, en fait, vous avez une souplesse parce qu'elle peut s'adapter à l'activité de votre entreprise. Vous pouvez aussi avoir dans certaines structures une problématique de personnes qui sont souvent avec un gros fort taux d'absentéisme. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, on a parlé tout à l'heure de clés de répartition, d'avoir en fait une répartition individuelle qui est liée au temps de présence. Donc de ce fait, ça va venir en fait récompenser ceux qui sont présents par rapport à ceux qui sont absents. Voilà, c'est un peu des petites astuces que vous pouvez avoir, mais c'est là aussi l'intérêt de votre expert comptable de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider. Mais il faut vraiment, en fait, c'est la question qu'il faut se poser, au-delà aussi du chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui donne, en fait, c'est ce qui fait survivre l'entreprise. On cherche toujours de la performance, on cherche toujours à surperformer. C'est aussi de regarder là où ça ne va pas et d'essayer de trouver des indices de performance pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Pouvoir en fait voir là où ça tique pour essayer par le biais de cet accord d'intéressement de pouvoir en fait corriger une situation qui peut poser problème ou qui peut être problématique et puis qui peut aussi être une notion de coût parce que ça peut être aussi par exemple en termes de développement durable le taux d'impression, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être aussi vraiment vous avez une souplesse qui est vraiment géniale parce que c'est vous qui la définissez et c'est vous qui voilà, elle est propre comme je vous disais à l'activité de votre entreprise et ça permet
permet vraiment d'apporter des corrections. Après, c'est vrai que souvent, quand on le met en place, c'est que les salariés, en fait, ne savent pas que ça a été mis en place. Donc, en fait, des réunions d'information, on vend vraiment ces sujets-là, enfin, ces réunions, pour la simple raison que il faut bien comprendre que c'est un outil de rémunération supplémentaire. L'entreprise, elle n'a aucune obligation légale de le mettre en place. Donc il y a vraiment en fait c'est vraiment une volonté de l'entreprise, soit de fidéliser, soit de récompenser, mais en tout cas il y a l'effort collectif aujourd'hui qui est récompensé par ce biais-là. Et c'est un outil de rémunération supplémentaire. Et de plus en plus, les salariés, quand ils sont sollicités sur le marché du travail, regardent et rentrent en ligne de compte cet élément de rémunération supplémentaire. On voit plus aujourd'hui, il y a la voiture de fonction, il y a les tickets restaurants, il y a les jours de télétravail, mais il y a aussi l'intéressement et la participation qui rentrent en fait dans l'enveloppe globale de rémunération. Voilà pour les petites précisions. Voilà. Mais c'est vrai que tout passe par l'information. Si vous mettez en place et qu'il n'y a pas de communication, en fait, le salarié, il va, à un moment donné, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Mais en fait, il va même pas savoir à quel moment il a contribué pour pouvoir, à partir du moment où il a bénéficié de cette fameuse prime. Donc, c'est vrai que la communication de l'employeur vis-à-vis de ce dispositif qui a été mis en place est très important pour créer de la cohésion et en même temps pour valoriser aussi le fait que, il y a qu'il y a une politique aussi sociale, d'une certaine façon, vis-à-vis de la direction par rapport aux salariés. Donc effectivement, une fois que vous avez reçu en fait cette fameuse prime d'intéressement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage aussi, c'est que vous laissez le choix aux salariés, soit de la percevoir, à ce moment-là, c'est soumis à l'impôt sur le revenu, soit de la placer sur des plans d'épargne d'entreprise. Et là, c'est la partie dont je vais vous parler. Mais c'est vrai que souvent, quand on est en contact en fait avec des DRH qui nous disent oui mais moi j'ai des salariés plutôt jeunes, eux ce qu'ils veulent c'est du pouvoir d'achat à la fin du mois, donc ça les intéresse pas plus que ça, eux ils veulent plutôt des augmentations de salaire. Ok, c'est vrai, mais l'avantage c'est qu'une fois que cette prime d'intéressement, parce que les objectifs ont été atteints et versés, vous laissez cette souplesse aux salariés de savoir s'il veut la placer, s'il veut la percevoir ou un peu des deux. Donc c'est vrai qu'il y a moins ce côté rigide de l'intéressement ou de la participation comme ça a pu l'être à une certaine époque. Et en plus, ces fameux accords d'intéressement, c'est tous ces régimes en fait d'épargne salariale. On en entend beaucoup parler, par exemple, avec la loi Pacte. On en entend aussi beaucoup parler avec la loi ASAP. Donc, la loi Pacte, elle est vraiment intervenue sur la partie retraite où on va plutôt simplifier en fait les dispositifs retraite que vous pouvez avoir dans le cadre de votre vie professionnelle ou même dans le cadre individuel. Bon, ça, c'est vraiment on le verra par la suite quand je vais faire un petit focus sur le plan d'épargne retraite collectif, donc on appelle aussi le PERCO. Par contre, ce qui a vraiment changé la donne, c'est cette fameuse suppression du forfait social. En fait, il y a vraiment eu des mesures incitatives ces dernières années pour inciter les petites PME, en tout cas jusqu'à 250 salariés, donc c'est quand même aussi assez conséquent, mais de pouvoir, en fait, lorsqu'elles mettent en place un accord d'intéressement, de ne pas payer ce fameux forfait social qui est une taxe qui est employeur et non une taxe salariée. Voilà. Donc là, il y a vraiment des mesures incitatives. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi relancer la croissance. Donc il faut relancer aussi. Ça passe aussi par ce biais-là. Et de plus en plus, malheureusement, on responsabilise l'entreprise à mettre en place des dispositifs toujours supplémentaires de rémunération pour les salariés. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été, là en 2019, la suppression du forfait social de 20%, en tout cas pour les entreprises jusqu'à 250 salariés sur l'intéressement. Donc il y a quand même, en plus on le verra après avec un exemple chiffré, il y a quand même vraiment un avantage pour vous en termes de coût que ça peut avoir par rapport au paiement d'une prime classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Aussi pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors là, c'est full. Vous n'avez pas de forfait social, que ce soit dans le cadre de la participation, parce que vous pouvez mettre en place un régime de participation, c'est-à-dire une distribution des bénéfices, même si vous êtes une entreprise de moins de 50, sans avoir cette fameuse obligation légale. Vous avez aussi la possibilité, dans le cadre de l'intéressement, donc là, les entreprises sont concernées. Et on a parlé tout à l'heure, Sébastien, de l'abondement. Effectivement, même l'abondement que vous placez dans le plan d'épargne d'entreprise n'est pas soumis au forfait social. Donc il y a vraiment là aussi une incitation en termes d'optimisation fiscale et sociale très intéressante. Et avec la loi ASAP, en fait, les entreprises de moins de 11 salariés jusqu'à aujourd'hui pouvaient mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale, c'est-à-dire un choix complètement individuel de l'entreprise. Elle dit je mets en place ça pour les entreprises de moins de 11. Là, avec la la loi ASAP qui a été modifiée là en ce moment, en fait, ils ont relevé le législateur a relevé de 11 à 50 personnes salariées.
C'est-à-dire que l'entreprise peut mettre en place aujourd'hui un accord d'intéressement par décision unilatérale si vous êtes une entreprise jusqu'à moins 50 salariés. Et donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, quand on mettait en place un accord d'intéressement, c'était valable pour une durée qui était de 1 à 3 ans. Donc, et aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement, même par décision unilatérale, ça c'était le changement, donc de 1, 2 ou 3 ans. D'accord ? Donc voilà. Donc c'est après moi, ce que je conseille généralement, c'est d'en mettre un sur un an, de regarder un peu si les salariés en fait adhèrent, voir s'il y a un besoin de communication, un besoin d'information, et ensuite quitte à le réadapter ou de reprendre le même accord que l'année précédente et d'en refaire un nouveau qui sera valable 3 ans. Mais au moins ça permet au moins la première année de faire un état des lieux et de voir quels ont été les comportements et d'en tirer des leçons et de voir vraiment s'il y a eu l'adhésion des salariés, parce que ça c'est aussi ça. Donc une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on voit les différentes sources d'alimentation et là on va retrouver le PE et le PERCO. Donc ça c'est les plans d'épargne salariale que je vais un peu détailler juste après. Et en fait ces plans d'épargne salariale ils peuvent être alimentés de différentes façons. Par le biais de la participation, donc qui est une redistribution des bénéfices pour les entreprises de plus de 50 salariés qui est obligatoire. Cette fameuse plan d'intéressement où là je vais déterminer des objectifs et si ces objectifs sont atteints, je vais donner une prime d'intéressement. Donc là c'est lié à la réalisation des objectifs. Et justement donc ces deux dispositifs-là, donc qui sont pas des produits, qui sont vraiment des accords de la même façon que ce que vous pouvez retrouver dans les cadres de vos accords collectifs. Et le salarié a le choix soit de les percevoir, c'est ce qu'on a dit, à ce moment-là c'est soumis à l'impôt sur le revenu, soit de les placer sur des plans d'épargne. En sachant que au-delà de ça, rien n'empêche, une fois que vous avez des plans d'épargne salariale qui sont ouverts dans la société, de pouvoir permettre aux salariés de faire des versements volontaires. Donc ça, dans une démarche complètement facultative. Moi, je suis salarié, j'ai envie de me créer une petite épargne, de placer sur les marchés financiers. Donc les plans d'épargne salariale me permettent cette possibilité-là. Le transfert de jours de congés non pris, donc ça on le verra par la suite, je l'ai détaillé. Et ça, mais par contre, il y a une incitation législative d'aller sur un dispositif de retraite avec des avantages sociaux et fiscaux. Et de la même façon, si moi je suis salarié, j'étais dans une ancienne entreprise qui avait un plan d'épargne d'entreprise, j'ai la possibilité de le transférer sur celui de mon nouvel employeur. On parle de transfert. Voilà. Et donc, dans les plans d'épargne salariale, on va distinguer deux dispositifs. Le plan d'épargne entreprise, celui qu'on va retrouver le plus souvent, le plus fréquemment, c'est celui qui est le plus connu, pour lequel les sommes sont bloquées pendant 5 ans. Mais vous avez les fameux cas de déblocage anticipé qui permettent de sortir avant. Donc c'est vrai que c'est des cas plutôt heureux. Vous avez effectivement, c'est plus certain. Après la cessation du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, permet de sortir aussi avant. Mais c'est vrai que l'avantage c'est que faut se poser la question quand vous percevez cette prime d'intéressement et que est-ce que j'ai un intérêt à la percevoir. À ce moment-là, je suis soumis à l'impôt sur le revenu et je perds presque la moitié de ce que j'ai gagné. Ou alors je la place sur un plan d'épargne d'entreprise, mais je sais que dans 3 ans, je vais acquérir ma résidence principale, donc je vais pouvoir la débloquer net d'impôt. Et vous avez ce fameux PERCO, donc le PERCO, et là on est plutôt sur un dispositif de retraite. Donc vous avez vraiment, en fait, c'est comme si on parlait d'une commode à 2 tiroirs. Vous avez une première commode où je peux sortir l'argent dans les 5 ans, voire avant, parce que j'ai des cas heureux, soit sur le PERCO, et ça c'est un autre tiroir, par contre je pourrais sortir l'argent qu'au moment du départ à la retraite. Mais au moins c'est orienté, et je sais que cet argent-là, je ne pourrais pas le sortir, ou en tout cas les cas de déblocage, là, sont un peu moins nombreux que ce que vous pouvez retrouver sur le PE, mais ce sont quand même des cas malheureux. Donc, quand je parle de cas malheureux, c'est invalidité 2e, 3e catégorie. Vous avez quoi d'autre ? Vous avez surendettement, vous avez... voilà, c'est ça. Pas de droit aux allocations chômage. Voilà, c'est des cas assez... c'est pas des jolis cas. En tout cas, mais bon, vous avez quand même l'acquisition de la résidence principale. On va dire que c'est le cas le plus heureux du PERCO, mais qui permettent justement de pouvoir sortir avant le départ à la retraite. Mais après, l'objectif, c'est vraiment, les cas sont minimes parce que l'intérêt, c'est justement que l'argent soit placé pour la retraite et qu'on n'en dispose pas à tout moment. Et là, le PE est là pour faire le job. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents dispositifs, le plan d'épargne salariale, le PE ou le PERCO, pour le PE et le PERCO, vous avez la possibilité de sortir sous forme de capital, c'est-à-dire l'argent que j'ai bloqué pendant 5 ans sur le PE ou au moment jusqu'au départ à la retraite pour le PERCO, je pourrais les sortir sous forme de capital. Petite spécificité par rapport au PERCO, je peux aussi la sortir sous forme de rente, ou les deux. C'est vraiment un choix qui est propre au PERCO. Après, dans 99% des cas, les salariés récupèrent la somme qu'ils ont investie. C'est assez rare d'avoir un salarié qui va demander en fait une sortie sous forme de rente.
Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est assez rare. Donc tout à l'heure, on a parlé effectivement de PE et de PERCO, on a parlé de l'intéressement qui peut venir en fait alimenter le PE et le PERCO, mais sachez qu'en plus, vous avez la possibilité, vous, si vous le souhaitez, de faire en fait des abondements. Ce sont des versements complémentaires au versement des salariés. Et l'avantage, c'est que je peux aussi, si vous le souhaitez, mais bon, je pense que c'est, dans un premier temps, plutôt se contenter, si vous mettez en place l'intéressement, c'est déjà bien. Après, l'année suivante, peut-être dans une négociation, parce que voilà, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup d'augmentation de salaire. Pourquoi pas, à un moment donné, se dire, quand vous avez le PE et le PERCO qui est disponible dans l'entreprise, se dire à un moment donné, en alternative, je peux peut-être, pourquoi pas, pour les salariés qui décident de placer, ou en tout cas, j'ai peut-être aussi, moi, en tant qu'entreprise, là, il y a la réforme des retraites qui va être discutée, de se dire, ben, moi, j'ai une préoccupation pour la retraite. Pourquoi pas vous donner un petit coup de pouce pour les salariés qui placent, leur donner un complément de versement. Et l'avantage pour vous, entreprise, c'est que ce complément de versement, il n'est pas soumis à charge sociale pour les entreprises de moins de 50 salariés, enfin pas au forfait social en tout cas, pour les entreprises de moins de 50 salariés, et pour les entreprises de plus de 250 salariés, enfin de plus de 50 salariés, pardon, vous avez ce fameux forfait social de 20 ou 16%. Mais voilà, mais ça reste quand même moins que le paiement d'une prime classique. Donc ça peut être intéressant aussi, en sachant que bah voilà, vous avez quand même des limites fiscales et sociales qui sont assez conséquentes. Donc en termes d'abondement sur le PE, vous pouvez aller jusqu'à 3 000 € sans que ça puisse dépasser 3 fois le montant du versement du salarié. Et vous avez aussi le PERCO qui est limité à 16%, donc du plafond annuel de la sécurité sociale, donc 6 000 €. Donc imaginez, tout à l'heure on parlait de PE et de PERCO, dans une gestion patrimoniale, quand on parlait du mari qui voulait mettre en place avec son conjoint, il est plus vu par ce biais-là comme étant je sors de l'argent de mon patrimoine professionnel pour le réintégrer dans mon patrimoine personnel. Et à ce moment-là, j'optimise au maximum et j'utilise ces cas-là. Mais là, on est plutôt dans une gestion patrimoniale, et encore, c'est un peu, ça peut être vite retoqué, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte. En plus, si vous mettez en place de l'intéressement, et de la même façon, vous pouvez décider aussi, ce fameux versement complémentaire, de dire, je vais le donner uniquement pour les personnes qui font des versements volontaires, par exemple. Et puis on peut mettre des montants. Et on peut mettre des montants aussi. C'est ça, je crois que j'ai mis un... Voilà. Les gros salaires si vous avez envie. Voilà, je vous ai mis des exemples sur la présentation, je pense que vous allez la recevoir par la suite, mais voilà, vous avez vraiment une latitude, vous pouvez limiter les montants. Bon, ça, je pense que dans un premier temps, voilà, faut peut-être si vous avez mis en place l'intéressement, c'est de le laisser de côté, de se dire, tiens, un jour, si j'ai une négo à faire, ben, tiens, un jour, j'ai entendu parler de l'abondement, pourquoi pas? Ou même dans le cas où un jour il y a l'intéressement qui n'est pas versé parce que les objectifs n'ont pas été atteints, j'ai un petit peu de trésorerie, ben, en contrepartie, je peux jouer là-dessus aussi. Voilà, mais c'est vous qui voyez, en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte. Et de la même façon, vous pouvez dire, je donne un abondement qui ne peut pas dépasser 50 €. Hein. Vous, ça vous permet de savoir que, au maximum, ça vous coûte 50 € fois le nombre de salariés, en sachant que, bon, c'est pas tout le monde qui adhère. Donc au maximum, ça, voilà, vous pouvez maîtriser aussi le coût et le budget. Donc il y a vraiment des mesures. Alors là, je vais faire un petit focus sur le PERCO parce que par rapport au PE, voilà, c'est le réceptacle de l'intéressement. Il est bien, il répond aux intérêts de tout le monde. Il faut à minima, quand vous avez un intéressement, l'avoir parce que ça permet aussi d'avoir cette déductibilité fiscale si je décide de placer mon intéressement. Et puis vous avez le PERCO. Et on se rend compte de plus en plus que les mesures incitatives, elles sont sur ce produit-là. Elles sont sur ce dispositif-là. Et qu'est-ce que c'est? Le PERCO, aujourd'hui, la loi me dit les jours de congé, en fonction que j'ai un accord ou pas d'accord CET, de compte épargne-temps, en fait, si, prenons le cas, dans la majorité des cas où j'ai pas d'accord compte épargne-temps, la loi me dit, si je place tout ce qui vient au-delà de ma 4e semaine de congé, tous les jours de repos, les RTT, les repos compensateurs, les jours conventionnels, je peux aller les placer sur le PERCO, parce que l'objectif c'est de les inciter, parce qu'on sait que la réforme des retraites, malheureusement il va y avoir à un moment donné une problématique de financement, donc on responsabilise les entreprises d'une certaine façon, mais aussi les salariés à se préoccuper de ces sujets-là. Et à ce moment-là, on lui dit, si vous placez sur le PERCO, moi, par rapport au paiement de ce fameux jour de congé, moi, je vais vous permettre de bénéficier de certaines économies pour l'entreprise parce que je ne vais pas appliquer toutes les charges patronales qui seront liées à ce jour de congé qui va passer sur le PERCO. Et pour le salarié, en fin de compte, je vais juste lui appliquer les cotisations retraite. Je ne vais pas lui appliquer toutes les charges salariales. Donc c'est intéressant, même en termes
tant pour le salarié que pour l'entreprise, il y a vraiment des économies de charges. Donc j'ai tout intérêt, par exemple, moi quand je suis proche de l'âge de la retraite, de me dire, la loi me dit que je peux placer jusqu'à 10 jours par an. Donc j'ai ces fameux jours RTT que j'ai du mal à prendre parce que l'activité ne me permet pas, parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai pas besoin de vacances, voilà. Mais vous avez la possibilité de dire, ces jours-là, je vais les placer sur le PERCO. Donc ce fameux jour qui m'a coûté 1 000 €, déjà l'entreprise, ça va lui coûter moins cher. Ça ne va pas lui coûter avec les charges sociales l'équivalent de 1 420 €, mais que 1 094 €. Donc elle fait une économie de 23%. Et pour le salarié, quand je vais les récupérer au moment du départ à la retraite ou dans le cadre du PERCO, vous avez quand même ce cas heureux qui est l'acquisition de la résidence principale, je vais récupérer, sur 1 000 €, je vais récupérer 871 €. Donc il y a quand même, en fait, c'est quand même intéressant aussi. Parce que vous prenez le cas d'un salarié qui part de la société, qui se fait payer ses congés dans le cadre des soldes du solde de tout compte, en fin de compte, l'entreprise elle va payer les charges sociales dessus. Donc ça va lui coûter 1 420 € sur l'équivalent de 1 000 € de jours de congé. Le salarié, avec le jeu des charges sociales, la CSG-CRDS, puis comme c'est imposé, donc il y a l'imposition, en fin de compte, il y a une grosse partie qui aura été ponctionnée par les taxes, ou en tout cas par l'imposition. Donc en fin de compte, rien que du fait de cette passerelle, ça permet, en tout état de cause, de gagner, on va dire, en taxes ou en imposition, presque un peu plus de 170 €. Et voilà, et même pour vous, ça vous coûte moins cher. Vous avez beaucoup d'entreprises qui me disent, là on est en train de négocier un accord compte épargne-temps. Je dis, attendez, ne faites pas. Pourquoi ? Parce que ouvrez juste un PERCO, ça ne va pas vous coûter grand-chose en termes de frais administratifs quand vous faites appel à un prestataire. Juste le fait d'avoir un PERCO vous offre cette possibilité de pouvoir placer les jours de congé. Alors quand vous avez un accord CET, c'est au-delà de la 5e semaine. Quand vous n'avez pas d'accord CET, c'est au-delà de la 4e semaine. Donc il faut quand même avoir consommer les congés payés pour pouvoir utiliser cette passerelle. Mais il y a quand même un intérêt. C'est quand même intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, n'allez pas dans les comptes épargne-temps dans les accords, parce que c'est vraiment des usines à gaz et puis ça vous engage et puis ça crée du passif social. Plutôt ouvrir un PERCO, ça vous engage en rien. C'est quelque chose qui va vous coûter, une dizaine d'euros par salarié et encore. Plus vous êtes de salariés, moins vous payez. Donc à la limite, si vous êtes dans une entreprise de 10 salariés, au maximum, ça va vous coûter 100 €, quoi. Donc l'équivalence par rapport à un accord compte épargne-temps et le passif que ça génère, effectivement, là, l'intérêt, il est là. Et ça, c'est vraiment, vous le retrouvez uniquement sur le PERCO. Vous ne le retrouverez pas sur le PE. Si vous décidez de placer vos jours de congé sur le PE, c'est possible, mais en tout cas, il repassera en fait sur cette première colonne, comme si c'était un paiement en cash. Et la nouveauté aussi, avec la loi Pacte, c'est pour ça qu'il y avait vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des mesures incitatives. Sachez que le salarié a la possibilité de faire des versements volontaires sur le PERCO. Donc là, on parle toujours de retraite. Et en fait, ce versement volontaire, le salarié a la possibilité de dire « je le rends déductible ou non déductible de mon assiette de l'impôt sur le revenu ». Mais en fait, vous pouvez faire des économies d'impôt. Donc là, on a 3 exemples avec des salaires avec quelques salaires en moyenne, 24 000 €, 35 000 €, et puis on voit tout de suite l'économie d'impôt par rapport à son taux marginal d'imposition. Donc en fait, on se rend compte que le PERCO, il est même utilisé comme étant des dispositifs de défiscalisation en fait. C'est l'équivalent de ce que vous aviez dû connaître, qui était le PERP. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, l'enveloppe du PERP est possible en fait dans le cadre du PERCO. Donc l'avantage, c'est que vous payez moins cher parce que vous êtes dans un dispositif collectif. Donc vous payez un prix, on va dire, global, alors que si je vais aller voir mon banquier, je vais avoir une tarification qui est une tarification publique, donc ça va être des frais assez élevés qui vont être appliqués par mon banquier. Donc là, ça peut aussi, en même temps, baisser votre taux marginal d'imposition, surtout quand vous avez des taux qui sont assez élevés. Et rien que le fait d'avoir versé sur ce dispositif-là, ça peut vous permettre effectivement de baisser votre taux marginal d'imposition que vous allez récupérer un peu plus tard. Alors le système fiscal français, si ce n'est pas l'entrée, c'est la sortie. Donc généralement, si vous décidez que votre versement est déductible, au moment où vous allez le retirer, il sera soumis à l'impôt sur le revenu. Mais on part du principe, quand vous êtes salarié actif, vous avez un taux d'imposition qui est assez élevé, et quand vous êtes retraité, vous avez un taux d'imposition qui est un peu moindre. Donc de ce fait, l'impact est intéressant. Mais après, c'est une démarche individuelle, il faut regarder individuellement les cas. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte et qui est proposée dans le cadre du PERCO, du fait qu'il soit compatible avec la loi Pacte. Voilà. Après, vous aviez les anciens PERCO d'avant 2020. Si vous ne l'avez pas transformé, vous n'avez pas cette possibilité-là qui est proposée.
Voilà, nous, bon, aujourd'hui, voilà, j'avais juste envie de parler de ça parce qu'on en entend beaucoup parler des enjeux RSE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous, EPSANS, on est une structure qui fait partie du groupe Malakoff Humanis, qui est à l'origine une caisse de retraite. Donc en fait, on a dans nos investissements, on cherche en fait à donner du sens, d'où le nom EPSANS, à chercher du sens en fait dans les placements financiers qu'on propose aux salariés. De plus en plus, on se rend compte aussi que les salariés cherchent en fait à avoir une épargne responsable, à se sentir investis dans des placements financiers. Bah là, en l'occurrence, voilà, on est dans des investissements solidaires et voilà, là, en quelques chiffres, voilà, c'est une des spécificités que nous on a, c'est vraiment d'aller chercher en fait une finance un peu plus solidaire. On va chercher de la performance. Alors peut-être un peu amoindri, mais en tout cas, dans l'épargne, il y a quand même un impact, si vous voulez, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect réinsertion sociale. Voilà, il y a aussi une partie, on va dire, sociale qui est très, très forte, en tout cas dans les placements financiers que l'on propose, avec l'investissement solidaire. Voilà, bon, socialement responsable, ça voilà, tout ce qui est. Donc, on va regarder dans les entreprises sur lesquelles on investit, voilà, toute la partie environnementale avec la réduction, voilà, des émissions carbone, des choses comme ça, le social avec la parité homme-femme et la gouvernance, voilà, avec la lutte contre la corruption, des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est un peu le côté étiquette. Et voilà, donc après, voilà, ça c'est les labels qui ont été récompensés par le biais de EPSANS, en fait, pour les dossiers d'épargne pour le label d'excellence et dans le cadre de palmarès gestion de fortune. Et je voulais juste faire un petit focus, voilà, juste pour vous rappeler en fait les différents cas de rachat anticipés en fait du PE et du PERCO. Donc pour le PE avant les 5 ans et pour le PERCO au moment du départ à la retraite, mais avant en tout cas, c'est des cas comme je vous disais un peu moindres, mais l'objectif étant de placer pour la retraite et le PE fait le job pour tout ce qui est événement heureux. Bon, on vous remercie pour votre attention.